Fall, toujours avec le même plaisir. Actualité que nous démarrons avec cette triste nouvelle, Ngadiaga, où le puits de gaz n'est toujours pas éteint. Un nouveau décès a été enregistré après celui de l'Américain qui tentait d'éteindre les feux au départ, d'éteindre plutôt les flammes au départ du feu. Et un gendarme s'est noyé dans le réservoir d'eau qui avait été creusé à côté du feu pour alimenter les opérations d'extinction. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Pour rappel, c'est le 19 décembre dernier qu'un puits de gaz a pris feu dans l'usine de Forteza à Ngadiaga. Depuis, les tentatives pour éteindre le feu sont restées vaines. Une équipe de Halliburton a été recrutée pour y parvenir, mais pour le moment, le feu n'est toujours pas éteint. Un autre drame, un accident de la route, un mort, 4 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu ce mardi sur la route nationale numéro 1 à la sortie de Gandiaye, c'est bien ça, Gandiaye, en allant vers Fatick. Un véhicule particulier et un bus sont entrés en collision. Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Fatick. Selon le commandant de brigade de Gandiaye, Affaire Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières a passé sa première nuit en prison suite à son inculpation et son placement sous mandat de dépôt par le doyen des juges qui a suivi le réquisitoire du procureur. Boubacar Seye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles suite à des propos tenus concernant 118 milliards reçus par l'État du Sénégal de l'UE dans le cadre de l'immigration clandestine. Et nous restons avec cette affaire Boubacar Seye et son placement sous mandat de dépôt qui n'est guère du goût de ses partenaires qui sont très remontés. C'est le cas pour Amnesty International, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains, entre autres organisations réunies au siège d'Amnesty, ont déploré la suite judiciaire de l'affaire. Pape Souleymane Diallo de l'ONG Otra Africa que nous suivons avec Younous Diatta. Nous allons nous concerter, comme vous savez, Horizon Sans Frontières, comme nous, autres Africains, nous sommes des partenaires. On va se concerner avec Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, nos partenaires à l'international, je pense à l'APDH de Séville, l'Office des droits international. Nous, on va voir ensemble quelle est la suite à prendre par rapport à ça. Puisque vraiment, demander l'audit des fonds de l'Union européenne encore une fois de plus pour une association, une ONG qui est basée en Europe ne devrait pas être un problème pour accuser quelqu'un de fausse information. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des fonds de l'Union européenne disponibles au Sénégal. À qui, encore une fois de plus, à qui Boubacar Seye de Horizon Sans Frontières a diffamé? Quelle est la fausse information pour laquelle Boubacar Seye a été mis aux arrêts? Ceux qui ont mis Boubacar aux arrêts ne facilitent pas la relation entre le président Macky Sall et la diaspora sénégalaise et les Sénégalais de l'extérieur. Et dans votre matinale, dans la deuxième partie, nous reparlerons de cette affaire Boubacar Seye avec notre invité du jour, Elimane Kane, président de Leg Africa. État d'urgence, état de siège. Le chef de l'État promulgue la nouvelle loi. La gestion des catastrophes naturelles et sanitaires entre en vigueur et signe la fin de l'état d'urgence récemment décrété, cédant ainsi la place au troisième régime juridique qui maintient le couvre-feu, la réglementation des rassemblements, le port du masque ainsi que le fonctionnement du transport et des commerces. Ainsi, le chef de l'État maintient le couvre-feu de 21h à 5h du matin pour les régions de Dakar et Thiès, ce pour encore 7 jours. Le président Macky Sall a désormais la possibilité de décréter l'état d'urgence sans pour autant passer par l'Assemblée nationale. Nous restons avec le couvre-feu et son impact sur le quotidien des Sénégalais, commerçants, transporteurs et aussi étudiants. Tous vivent des difficultés, beaucoup de pertes économiques, des difficultés aussi pour rentrer le soir à la maison. Tous disent oui à la lutte contre le Covid-19, mais attention à l'économie. Elle a besoin d'être relancée avec cette deuxième vague. Abdoulaye Diop Diafaraba nous en disent davantage. Commerçants, automobilistes et même étudiants, tout le monde se pose des questions sur la prolongation du couvre-feu. Ce commerçant profite de la journée pour compenser les heures perdues à cause du couvre-feu. Il doit fermer boutique à 18h pour respecter le couvre-feu.
Nous ne sommes pas d'accord sur le couvre-feu. Il a impacté négativement sur notre travail. Nous avons enregistré beaucoup de pertes. Nous demandons au chef de l'État de revoir quand même sa décision. Pour ces étudiants, rentrer à la maison le soir avec les embouteillages relève d'un vrai casse-tête. Je pense que ça n'arrange pas tout le monde en fait. Ça n'arrange pas tout le monde. Parce qu'il y a de ces gens qui travaillent le soir. Ça n'arrange pas tout le monde. Il y en a qui travaillent la nuit et que voilà quoi, ils n'ont pas ce revenu. Vous comprenez? Donc voilà quoi. Il devait l'arrêter le lundi, mais voilà. Le problème de transport est évoqué par ce taximan qui attend le feu vert pour passer. Il revient sur ses activités impactées par le coronavirus. Toutes nos activités sont au ralenti. Notre temps de travail est très court. Nous ne voyons plus de clients car l'heure de la descente ne nous arrange pas. Nous pensons qu'il faut prolonger le couvre-feu. Nous perdons beaucoup d'argent. Le couvre-feu de 21h à 5h du matin est maintenu dans les régions de Dakar et de Thiès dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La toute nouvelle loi qui institue le régime de catastrophe sanitaire qui permet de prendre des mesures de restriction sans passer par l'état d'urgence sera promulguée ce mardi. Parlons politique maintenant avant de finir. Organisation des élections municipales et départementales. Le calendrier électoral risque de connaître davantage de perturbations. Pour Valdiodio Ndiaye, il serait difficile de pouvoir respecter le calendrier des élections en 2021. La faute à l'État et à l'opposition. Valdiodio Ndiaye, membre du collectif des organisations de la société civile que nous écoutons avec Ibou Diouf. Effectivement, je confirme, au rythme où vont les choses, nous risquons effectivement de nous retrouver avec des élections locales organisées en 2022. Parce que les choses sont très simples, c'est-à-dire actuellement, ils vont faire l'évaluation du processus électoral sur l'audit des fichiers sur presque 90 jours, c'est-à-dire à peu près 4 mois, en comptant mi-février le temps de faire venir les consultants, etc. Donc ça risque de s'achever rien que les opérations terrain vers le 15 mai. À cela aussi, il faudrait se réunir, s'entendre sur les recommandations. Ça risque de prendre 1 mois et demi, donc on va fatalement arriver en fin. Nos excuses, maintenant c'est fini pour la première page, je dirais, la page nationale. Maintenant l'actualité internationale avec Modou Fall, c'est parti. Et c'est parti à Soumbène Tchoub en Centrafrique, les partis de l'opposition réunis dans la CODE 2020. CODE, c'est un sigle, donc COD. 2020 ont rejeté les résultats de la présidentielle du 27 décembre 2020 confirmés lundi par la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent notamment des irrégularités. En RDC, des Pygmées sont massacrés par dizaines en Ituri. Ils ne laissent pas donc ces crimes odieux sous silence. Le massacre d'une quarantaine d'entre eux la semaine dernière lors d'une attaque attribuée par les autorités de la province aux combattants des forces démocratiques alliées ADF contre le village de Abembi. En France, Emmanuel Macron a évoqué ce mardi, lors de ses vœux aux armées, la possibilité de réduire le nombre de soldats français de la force Barkhane déployée au Sahel. Pour rappel, cette force compte actuellement 5100 soldats, dont 600 ont été envoyés en renfort il y a 1 an après le sommet de Pau. L'ONU n'est pas en forme. Ses finances vont au plus mal depuis 2019 en raison de la crise du coronavirus, une situation de plus en plus sombre. Un récit signé Fat Bintou Conté. PPR, coronavirus, les finances de l'ONU en pleine crise. L'ONU n'est pas en forme, ses finances vont au plus mal depuis 2019 et l'horizon ne semble pas s'éclaircir en raison de la crise du coronavirus. Ce 18 janvier, 7 pays sur les 193 États membres ont perdu leur droit de vote à l'Assemblée générale des Nations unies en raison d'une dette trop importante à l'égard de l'organisation. L'Iran, frappé par des sanctions financières américaines, devrait débourser 16 millions de dollars. Le Niger, actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité, 6 700
$33, la Libye 705 $391, la Centrafrique 29 395 $, le Congo 90 844 $, le Soudan du Sud 22 804 $ et le Zimbabwe 81 770 $. L'article 19 de la Charte des Nations Unies prévoit en effet une suspension du droit de vote à l'Assemblée générale pour tout pays dont le montant des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les 2 années complètes écoulées. Dans sa lettre envoyée au président de l'Assemblée générale, Volkan Bozkır, le secrétaire général Antonio Guterres précise les montants qui, sans éponger leur dette totale, permettraient aux pays concernés de récupérer le droit de vote en 2021. 3 autres pays aussi tombent sous le coup de l'article 19 de la charte, mais leur dette étant due à des circonstances indépendantes de leur volonté, ils bénéficient d'une autorisation pour continuer à voter, précise Antonio Guterres. Il s'agit des Comores, de Sao Tomé et Principe et de la Somalie. Fatou Konte, merci. L'extension du variant anglais inquiète le monde. La nouvelle souche donc du coronavirus s'étend désormais sur 60 pays dans le monde, soit 10 de plus qu'au 12 janvier, a indiqué l'OMS. Les variants sud-africains et britanniques sont plus contagieux. Investiture de Joe Biden, le démocrate, entre aujourd'hui à la Maison-Blanche à l'issue de la cérémonie d'investiture. Le 46e président des États-Unis tient sa cérémonie dans une capitale désertée et quadrillée par l'armée. Joe Biden va prêter serment aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris. Aux États-Unis toujours, Joe Biden va changer en grande partie l'Assemblée ou l'arsenal législatif de son prédécesseur et mettre en place une nouvelle approche migratoire selon le Washington Post. Il s'agit cependant d'une refonte de la politique d'immigration avec une révision des lois fédérales mises en place par Donald Trump. Parmi les mesures prévues, la citoyenneté pour les migrants sans statut légal et l'augmentation des quotas pour les réfugiés. C'est tout pour cette page internationale sur Nasbel. Merci beaucoup à Modou Fall qui a assuré la page internationale. C'est la deuxième partie de votre première tasse actu, de votre matinale Info Matin. La deuxième tasse sera tout à l'heure à 8h, juste après l'invité de Babacar Fall sur RFM Matin. Babacar Fall qui reçoit à 7h40 Omar Cissé, directeur exécutif de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Ce sera tout à l'heure du côté de la Corniche vers